Voilà. Eh bien, nous vous recevons tous les trois. Nous sommes très contents. Autour d'une question. À quoi ressemblera l'exercice médical de demain? C'est une question à la fois, me semble-t-il, réellement générale, globale, de fond. Et puis, c'est probablement, nous essaierons de voir, peut-être, notamment dans la réforme de la santé, ce qui va changer pour les médecins, mais également leurs confrères, collègues des autres professions médicales et paramédicales dans leur exercice médical. Nous avons beaucoup de chance de vous recevoir. Donc, Sophie Boer, excusez-moi, Sophie Boer, je vous ai déjà reçu. Donc ça, c'est très grave, hein, il y a un problème d'Alzheimer. Sophie Boer, médecin, chirurgien, très engagé, nous l'avons vu ce matin, dans plusieurs combats intéressants auprès des femmes, pour les femmes, médecins notamment, mais pas que. Et puis également chirurgienne libérale et très engagée dans un syndicat, le SML, hein, le syndicat de la médecine libérale. Stéphanie Rist, vous êtes médecin également, médecin hospitalier, vous êtes rhumatologue. Vous exercez encore un petit peu quand vos nouvelles responsabilités vous laissent du temps, puisque vous êtes député La République En Marche de la première circonscription du Loiret. Orléans. D'Orléans. Ouais. Voilà, vous êtes donc député et vous avez des responsabilités importantes, puisque vous êtes le co-rapporteur ou la co-rapportrice, comment dit-on, co-rapporteuse? Co-rapporteur. Le co-rapporteur de la loi santé avec Thomas Mesnier, que nous avons reçu hier ici également. Et puis notre ami Antoine Redley, vous êtes le président, Antoine, le président de l'ISNI, l'intersyndicat des internes. Voilà. Et je suis également interne en médecine à Lyon. Oui. Donc à mes heures perdues, quand le temps me le permet également, je fais une journée par semaine à l'hôpital pour ne pas oublier. Oui. Surtout intéressé par la santé publique, Antoine? Surtout par la médecine du travail. La médecine du travail. Ça, c'est vraiment intéressant. Hein. Il nous en faut, oui. Il nous en faut. Voilà, je crois qu'on vous a réunis et vous êtes trois invités, trois intervenants, trois experts sur ces sujets pour essayer de faire en sorte que nous définissions ce que pourrait être, ce que sera l'exercice médical de demain. Dans la loi que vous portez, Stéphanie Rist, vous réfléchissez beaucoup, visiblement, peut-être à la fois directement, parce que cette loi va avoir un volet important, c'est celui de la réforme des études médicales. J'aimerais bien que l'on en parle. Et puis, au travers des mesures qui sont prises d'organisation, évidemment, on voit se dessiner un autre exercice médical. Est-ce que c'est le cas? C'est vrai, dans cette loi, on voit se dessiner un nouvel exercice médical, mais aussi un changement complet de la culture des futurs professionnels de santé. Ce qu'on a inscrit dans la transformation des études de santé va entraîner ce changement complet de culture avec des médecins qui seront habitués dès le début à travailler ensemble entre tous les professionnels de santé, donc qui pourront collaborer beaucoup plus facilement à la sortie. Ça, c'est une volonté, mais il ne faudrait pas que ce soit un vœu pieux. Non, c'est inscrit dans la loi puisque on a rajouté des amendements qui permettent que dès la première année, des universités peuvent proposer à des étudiants en santé, médecine, qui soient aussi fassent leurs études avec des étudiants kinés, ergothérapeutes. L'ensemble des professions de santé pourront dorénavant travailler ensemble dès la première année. Oui. Et alors après également, j'aimerais bien que tous les trois, on voit, mais là on va peut-être commencer par les têtes de chapitre, que l'on voit ce qui va vraiment changer l'exercice médical au travers de la loi, mais dans la pratique de tous les jours. Les têtes de chapitre, à votre avis, c'est quoi qui va amener à organiser différemment le métier de médecin? C'est la coordination. Il va y avoir une coordination beaucoup plus importante que maintenant. Le travail isolé ne se fera plus. Ce qui est une grande demande des jeunes médecins qui arrivent. Ils ne veulent plus travailler de façon isolée. C'est une demande des jeunes médecins ou c'est vous qui le souhaitez? Enfin, pouvoir, la majorité, le gouvernement. C'est important votre question parce que toute la loi santé et le plan Ma Santé 2022 a été construit à partir des acteurs. C'est-à-dire que pendant 1 an et demi, les pilotes des chantiers dont je faisais partie sur la transformation des études, on est allé sur le territoire rencontrer l'ensemble des acteurs pour échanger, pour construire cette loi. Donc c'est véritablement une attente, il me semble. Ouais. On va demander au syndicaliste de l'ISNI s'il est d'accord. Ah mais oui, je suis complètement d'accord. On ne souhaite plus travailler seul. C'était un exercice isolé, c'était quelque chose qui angoissait les jeunes internes parce que on est
l'autonomie n'est pas forcément acquise durant notre internat. On a encore énormément de questions. Et le fait de commencer une activité libérale seule, c'est quelque chose qui était extrêmement angoissant. C'était pour ça qu'il y en avait beaucoup qui attendaient de s'installer et qui remplaçaient avant de décider de s'installer. On espère que vraiment avec cet exercice coordonné, avec notamment les CPTS, qu'on y ait une installation qui soit plus facile et qui soit moins anxiogène pour les internes. Antoine, à l'exception de la partie formation initiale, donc la réforme du premier cycle, deuxième cycle, et même d'ailleurs de la spécialisation, on en reparlera, est-ce que cette réforme vous paraît, vous, pouvoir modifier fondamentalement, de manière importante, peu, pas beaucoup, enfin, etc., votre exercice médical de demain? Je pense que donnez-nous des repères. Oui. Cette réforme dans l'ensemble était très attendue. Alors rien que sur le volet formation avec la. On va reparler de la formation. On va en parler après, mais rien que sur l'exercice coordonné, sur les CPTS qui répondent à une attente, notamment sur la permanence de soins, qui était quelque chose qui n'était pas forcément toujours coordonné, qui grâce à ça sera beaucoup plus facilité et qui encore une fois ça permettra aux jeunes installés d'avoir un exercice qui est moins anxiogène et qui sera plus efficace. Enfin, c'est une transformation du système de santé qui était nécessaire, notamment au vu de la demande, mais surtout de l'offre de soins. Et il fallait vraiment optimiser cette offre de soins. Et le projet de loi Ma Santé 2022 répond vraiment à une optimisation de l'offre de soins. Oui, mais alors c'est pas facile non plus de faire la part des choses entre le médecin qui veut être libéral ou généraliste, en ville, disons, et puis celui qui veut être hospitalier. Il pourra toujours être... alors il y a des mesures comme la mesure des 400 médecins où on a des activités partagées qui répondent tout à fait à ces attentes. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de jeunes qui désormais souhaitent être salariés, mais pas que. L'exercice mixte vraiment est quelque chose qui tend à être de plus en plus demandé par les internes. On le voit, la qualité de vie est recherchée par les internes, mais ils cherchent quand même aussi à avoir une certaine liberté. Donc le fait d'être salarié ou d'être en hospitalier et d'avoir des horaires qui sont quand même assez cadrés permet d'avoir une qualité de vie qui est là. Et le fait d'être en libéral, d'avoir cette liberté d'aménager ses horaires de travail. Finalement, l'exercice, Sophie Boer, l'exercice libéral, ça ne les tente pas vraiment? C'est ce que vous comprenez, vous? Ce que je comprends est un peu différent, c'est qu'en fait, ils ne connaissent pas l'exercice libéral. Et l'un des points que nous demandons depuis fort longtemps au syndicat des médecins libéraux, c'est de proposer un véritable compagnonnage par des médecins libéraux tout au long des études de médecine et dès la deuxième année. Et ça, c'est une demande forte. En fait, on s'aperçoit dans le discours du jeune homme qu'il ne connaît pas l'exercice libéral. L'exercice libéral donne au contraire les moyens d'aménager son temps de travail. Nous prenons plutôt le management en santé. C'est-à-dire que le médecin est non seulement effectivement un praticien qui fait du diagnostic et du soin, c'est aussi un véritable manager de la santé. Et je crois que cette loi oublie un petit peu cet aspect qui pourtant est primordial si on veut vraiment moderniser le système de santé. On parle par exemple d'exercice isolé, soyons clairs. L'exercice isolé n'existe pas. Tous les médecins travaillent d'ores et déjà en réseau. Alors ces réseaux ne sont pas forcément formalisés, donc ce que va demander la loi, c'est de formaliser des réseaux. Mais les réseaux existent. Personne ne peut être dans son coin de campagne à soigner des patients sans avoir des relations avec le pharmacien, l'infirmière, les autres professionnels de santé. C'est absolument impossible. Donc en fait, ce qu'on nous demande, c'est de formaliser l'existant. Avec peut-être, c'est un peu la crainte des médecins, une part administrative qui risque encore d'augmenter sous la forme de réunions qu'on va nous demander de faire ou d'indicateurs qu'on va nous demander de remplir. Et donc là, il va falloir quand même une certaine vigilance pour ne pas prendre du temps médical. Mais ce que les médecins ont toujours demandé, c'est pas du transfert de tâches vers des autres professions de santé. C'est la possibilité de délégation de tâches en restant, si je puis dire, le pilote dans l'avion. Et également, par contre, du délestage des tâches administratives qui sont accumulées au fil du temps. N'oublions pas, par exemple, qu'avec la transmission de feuilles de soins, etc., les médecins font une partie de travail que faisaient avant les employés de la sécurité sociale, ce qui a d'ailleurs permis à l'assurance maladie de faire un certain nombre d'économies dont nous, médecins, n'avons pas eu le retour. On va être dans le débat. Voilà. Est-ce que vous avez l'impression que les jeunes médecins n'ont plus l'esprit d'entreprise? Non, mais ils vont se défendre. Antoine, ils vont se défendre. Non, j'ai pas du tout l'impression qu'ils n'ont pas l'esprit d'entreprise. Le problème, c'est qu'il n'y a aucun cours de gestion du cabinet qui est délivré pendant les études de médecine. Et chaque fois qu'on a besoin, qu'on a approché les doyens en leur disant
Mais comment voulez-vous qu'ils s'installent en libéral alors qu'ils n'ont aucune idée de ce que c'est que gérer un cabinet, gérer du personnel? Parce que, une fois encore, les cabinets médicaux ne doivent pas, être d'exercice seulement des médecins. Il est clair que dans les cabinets médicaux, il faut du travail aidé pour les médecins, sous forme de secrétariat ou sous forme effectivement d'assistants médicaux comme on est en train de mettre en place. Mais ça veut dire de la gestion du personnel. Ils ne savent pas faire, ils n'ont pas appris. Alors, Stéphanie Rist, peut-être répondez on a du mal là, non, un peu? Allez-y. Quand on a construit le plan Ma Santé 2022, on a aussi rencontré beaucoup de patients. La première demande des patients, c'était de dire on a beaucoup de professionnels de santé sur le territoire qui s'occupent de nous, mais ils ne se parlent pas entre eux. Donc c'était la première demande des patients, de dire ok, il y avait des réseaux qui existent, mais ils ne sont pas suffisants. Le patient, quand il va voir son pharmacien, il aimerait bien que le pharmacien ait pu discuter avec son médecin traitant de sa maladie, ou que s'il y avait quelque chose qui n'allait pas, le pharmacien pouvait appeler le médecin traitant. Et c'est ça les CPTS, c'est vraiment de la coordination en mettant le patient au centre de cette coordination. Donc c'était une attente très importante des patients et aussi des médecins. Dans ma région, il y a une dizaine de CPTS qui sont déjà en place. En quelques mois, les médecins trouvent tous un intérêt, et pas que les médecins d'ailleurs, puisque c'est des pharmaciens, des dentistes, des infirmières, enfin l'ensemble des professionnels trouvent un intérêt parce qu'ils accélèrent leur mode de fonctionnement. Donc ils gagnent déjà, juste en s'organisant mieux entre eux, ils gagnent du temps médical, et même en prise en charge, en qualité de prise en charge du patient, ils s'en rendent compte dès 8-9 mois de la CPTS. Donc je crois que c'était une vraie attente, les CPTS. Alors, est-ce que vous êtes séduite, Dr Bauer, par les CPTS tels que Stéphanie Rist nous les présente, ou êtes-vous terriblement conservatrice? Alors, pas du tout conservatrice, et mon syndicat est vraiment dans l'innovation depuis très longtemps. Nous avons été les premiers à parler de médecine connectée, par exemple, bien avant les autres. Donc je vous renvoie à nos différents congrès. Non, nous ne sommes pas du tout dans le conservatisme. Nous avons quand même un point de vigilance absolu vis-à-vis des CPTS, qui est l'éventuel transfert de tâches. Et ça, c'est pas quelque chose que les médecins veulent. Les médecins veulent un transfert des tâches administratives qui se sont accumulées au fil des ans et des gouvernements et des réformes successives. Ils ne veulent pas forcément un transfert de tâches médicales, et toute la difficulté est là. Par contre, la CPTS, c'est un outil. Alors un outil, parmi ce que moi je dirais, doit être une boîte à outils. C'est-à-dire que la CPTS, ça va convenir à certains, ça ne conviendra peut-être pas à d'autres. Donc il ne faut pas en faire l'outil de coordination unique. Il faut que ce soit un moyen, mais pas unique. Donc nous, on voudrait laisser l'ouverture à peut-être d'autres types de coordination qui existent ou qui peuvent voir le jour. Alors, puisque j'ai demandé à Sophie Bauer si elle était conservatrice, je vais quand même demander à Stéphanie Rist si elle est coercitive. Déterminé, et je crois qu'il faut être déterminé vu l'accès aux soins actuellement dans les régions. Dans ma région, on a des difficultés d'accès aux soins qui sont majeures, et je peux vous dire que les médecins qui sont concernés dans la région sont beaucoup plus enclins à avancer vers ces transferts de compétences, parce qu'ils se rendent bien compte qu'ils ne peuvent plus soigner correctement leurs patients tellement ils sont peu nombreux. Donc ils ont envie qu'on avance vers ce transfert de compétences. Et l'autre chose, c'est les jeunes, mais Antoine en parlera peut-être mieux que moi, sont déjà dans cette culture de travail collaboratif déjà très avancée. Oui, enfin c'est pas parce que l'on est jeune que l'on est plus réformateur, nécessairement. Enfin bon, comme disait la chanson, vous savez, je ne la fais pas, mais enfin... il peut y avoir plus conservateur que soi. Non, moi, je n'ai pas tellement entendu de jeunes médecins qui se réjouissent de laisser quelques actes aux pharmaciens, la vaccination, aux infirmiers. Je les vois parfois tout aussi réactifs que les plus vieux. Antoine. Je vais réagir par rapport à... Ouais. Alors on disait que qu'on ne connaissait pas le milieu libéral. Effectivement, on connaît trop peu le libéral, et il faut faire preuve de pédagogie. Et c'est la même chose pour les CPTS, pour l'appréhension de toutes les nouvelles mesures qu'on a, pour l'évolution de notre profession, parce que la profession d'infirmier évolue, la profession de pharmacien évolue. Il est temps que la profession de médecin évolue aussi. On délègue des tâches parce que les professions évoluent, et c'est pas parce qu'on perd, entre guillemets, on garde la tâche de vaccination, mais on la délègue à d'autres professionnels, parce qu'actuellement la réalité c'est qu'on n'est pas assez sur les territoires, que pour autant on ne va pas récupérer d'autres tâches. Notre mode de fonctionnement, notre mode d'exercice est en train d'évoluer. Il faut qu'on soit des managers pour pouvoir gérer des structures.
Il faut également qu'on soit des ingénieurs pour pouvoir gérer l'intelligence artificielle. On ne sait pas comment sera fait la médecine de demain. Et actuellement, certains actes doivent être délégués pour pouvoir en acquérir de nouveaux. On va essayer de le définir, tous les trois, ce profil du médecin. Donc, quand je lis dans les journaux les meilleurs, le quotidien du médecin, par exemple, ou d'autres, toutes ces réactions de médecins qui s'offusquent que leurs malades soient vaccinés par des pharmaciens, je lis mal, ou ça n'existe pas, ou ce sont là eux, d'affreux réactionnaires. Au SML, on ne pense pas ça du tout? Alors, au SML, on est pragmatique. Ouais. C'est-à-dire que ce qu'on constate, c'est que si on fait glisser les tâches les moins complexes vers d'autres professions de santé, il va rester aux médecins, naturellement, les tâches les plus complexes, qui, comme par hasard, par contre, seront toujours à 25 € ou 30 € la consultation. Il est là le problème, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas d'un côté déshabiller Paul pour habiller Jacques et d'un autre côté ne rien donner au premier. Le souci est là. D'autre part, nous militons pour que chacun reste dans son cœur de métier. Quand on a enlevé aux pharmaciens un certain nombre d'honoraires de dispensation par boîte, ou du moins que les honoraires ont baissé, ils étaient dans leur cœur de métier. Quand ils donnent un conseil sur un médicament, ils sont dans leur cœur de métier. Jusqu'à présent, le soin physique, si je puis dire, n'est pas dans le cœur de métier des pharmaciens. Alors je veux bien qu'on réfléchisse à l'ensemble d'une profession, mais telle qu'elle est actuellement et telle que les pharmaciens ont été formés, ça n'est pas leur cœur de métier. Donc nous, ce que nous souhaitons, on peut évoluer, voilà. Il y a aussi de la formation continue, et puis oui, alors, il y a des gens qui s'intéressent à... Vous avez d'un côté... D'abord, ils ont des études de plus en plus exigeantes aussi. Vous avez d'un côté des médecins qui font la 2e année de médecine quasiment que sur la sémiologie, et des pharmaciens qui font une demi-journée de formation pour apprendre à vacciner. C'est tout ce qu'on dit. Bon. Donc le problème, il est là. Il est aussi dans la formation. Je pense que là, on reviendra peut-être sur la réforme, mais sur la réforme de l'organisation, mais il y a une part importante dans les évolutions, c'est la réforme des études. Là, je crois franchement qu'il faut être assez pédagogique, parce que c'est assez compliqué. Même dans une certaine mesure, je vous regarde, Stéphanie Rist, je me demande comment réellement... Au-delà des grands principes, la réalité se mettra en place. Vous renversez la table. Votre gouvernement, enfin en tout cas le ministère, réforme du premier cycle. Peut-être d'ailleurs, ce que j'ai dit d'ailleurs ici même tout à l'heure, ce matin, ou hier, pardon, au président des doyens, il y a aussi en amont de la réforme des études médicales, il y a même la réforme du lycée, le baccalauréat change. Là, plus de numerus clausus, mais plus de PACES, si on a bien compris, des portails, des mineurs, des majeurs, enfin, etc. Le deuxième cycle, bon, vous avez accordé une année de plus, je crois. Et puis une grande transformation dans l'hyperspécialisation aussi. Bon, tout est par terre. Comment vous allez redresser les choses et mettre les choses en place? Alors, c'est vrai que c'est une transformation majeure, puisque depuis les lois d'Aubrey, les études de santé n'avaient pas été modifiées. Donc, on a fait une transformation qui est majeure. On retire le numerus clausus, mais surtout on transforme le premier cycle des études, dont l'objectif est d'obtenir des profils diversifiés de médecins et une orientation qui soit progressive de ces jeunes, pour laisser la chance à des gens qui ont des compétences qui ne sont actuellement pas sélectionnées, puisqu'actuellement on sélectionne que sur des connaissances scientifiques. On sélectionne bien et on produit des bons médecins. Donc il faut garder cette qualité de formation et de sélection. Demain, des tout le monde, très longues quand même. Bien sûr. Ouais. Demain, tout le monde ne pourra pas faire médecine. Mais grâce à ce qu'on a transcrit dans la loi, demain, des étudiants qui seront excellents dans un domaine, mais pas forcément les plus scientifiques, pourront accéder à la médecine. Et c'est très important, comme on ne sait pas, comme l'a dit Antoine, comment va évoluer le métier de médecin dans 15 ans, 20 ans avec le numérique. Il faut absolument qu'on ait des jeunes médecins qui soient formés avec une adaptabilité dans leurs études, avec la possibilité tout au long de la vie de pouvoir se réorienter. Et c'est vraiment ça le sens de cette transformation, d'avoir des profils diversifiés, pardon, c'est ça, que des ce soit origines progressif, différentes, oui, qu'il puisse y avoir des passerelles pour sortir des études de médecine et faire un autre métier comme ingénieur en numérique ou des choses comme ça, et des passerelles pour rentrer un petit peu plus tard aussi dans les études de santé. C'est vraiment ça le sens de cette transformation. Madame Rist, puisqu'on parle de cela, est-ce qu'il ne manque pas un troisième volet à votre réforme, qui est celle de la formation continue?
Alors, il y a une petite partie dans la loi santé, puisqu'on a, alors certes, c'est par ordonnance, mais il va être travaillé la recertification des médecins et des professionnels de santé inscrits à un ordre. C'est-à-dire, là aussi, hein, c'est une transformation importante, puisque les acteurs, enfin, vous nous direz, mais les acteurs étaient plutôt en accord avec cette mesure qui est de dire que les médecins, les professionnels de santé vont être recertifiés régulièrement. Et donc, de fait, favoriser une formation continue, une formation tout au long de la vie, comme on préfère l'appeler. Oui, enfin, c'est le diplôme, mais c'est la qualité de la formation continue. On dit qu'elle est faible, mais effectivement, j'aimerais bien avoir votre avis. Pour autant, cette transformation de la formation initiale, elle est considérable. Vous adhérez au principe et dans la réalité? Alors nous, en tant qu'interne, on est assez inquiets parce qu'il y a toujours la réforme du 3e cycle qui est en cours et qu'il y a beaucoup de travail. Après, on considère que c'était une décision assez sage de décaler d'une année pour la réforme du 2e cycle pour se laisser le temps justement de faire des modifications en profondeur des programmes. Il y a un réel questionnement sur... Là, actuellement, il y a 20% des effectifs entre les étudiants qui rentrent en première année et les étudiants qui sortent de l'internat. Il y a 20% qui disparaissent. Et je pense qu'il y a une réelle question à se poser sur pourquoi ils ont disparu, si c'est par rapport aux profils qui ont été sélectionnés ou si c'est par rapport aux études qu'ils ont suivies. Et est-ce que c'est nécessaire d'avoir prendre 26 000 pages pour faire telle ou telle spécialité? Je pense qu'il y a aussi des programmes à revoir. Ça a déjà été fait en Belgique où ils ont décidé de refaire un peu le grand ménage au niveau de leur programme. Ils ont simplifié leur programme et ça a permis d'introduire de nouvelles matières. Donc vraiment, ces changements, ils étaient attendus. Ils sont peut-être un peu tardifs parce que ils auraient dû être faits depuis bien longtemps, mais heureusement, ils sont faits sous ce gouvernement parce que c'était quelque chose qu'encore une fois, qui aurait dû être fait depuis bien longtemps. Antoine, et sur le premier cycle? Sur le premier cycle, alors la suppression du numerus clausus, bon, ça, était quelque tout le chose monde a l'air d'accord. C'était quelque chose qui était complètement attendu. Après, il va falloir revoir Enfin, attendu, espéré, peut-être, mais pas oui. attendu. Oui. Espéré, demandé depuis un certain nombre d'années. Après, il va falloir, bien évidemment, il va falloir que ça s'accompagne de moyens, parce qu'on c'est l'occasion de former un peu plus de médecins, mais il faut à ce moment-là avoir plus de formateurs. Et les universités actuellement manquent de moyens pour cela. Mais elles manquent aussi de moyens parce qu'elles n'ont pas encore revu leur façon de former. Et il va y avoir aussi une réflexion à avoir là-dessus sur qu'est-ce qu'on met dans la formation des étudiants de premier cycle et comment on peut optimiser justement ces formations, notamment avec les nouveaux outils du numérique. Est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir des amphis bondés avec des cours en amphithéâtre, des cours magistraux, ou est-ce qu'on peut passer simplement au numérique et à ce moment-là simplifier les choses? Oui, les chirurgiens, je pense à vous, les chirurgiens s'inquiètent quand même. Disent que la simulation, évidemment, c'est important, mais quand même, la formation se fait par les pairs, quoi, et la transmission. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ce d'autant plus qu'on estime qu'il y a plusieurs écoles de chirurgie. Moi, j'ai eu la chance d'en faire 2. Donc, effectivement, chaque chirurgien, au bout d'un certain nombre d'années d'exercice, a des particularités, des petits trucs et astuces qui sont très importants à transmettre. Et donc ça, la simulation ne va pas tout faire. Et puis, le simulateur peut-être de temps en temps vous faire des méchancetés, mais jamais autant qu'un malade complexe est capable de vous faire en paire opératoire de temps en temps. On peut voir des choses un petit peu bizarres se faire. Et ça, c'est vraiment l'expérience, le fait de tourner dans les services, d'aller voir des gens travailler en France et à l'étranger d'ailleurs, qui est majeur. Donc, quand on parle par exemple d'intelligence artificielle, c'est une escroquerie intellectuelle. Il faut rappeler que ce n'est pas une intelligence, c'est un super calculateur. Donc l'intelligence, c'est ce que nous avons, nous, les hommes, dans notre cerveau. Ça nécessite des milliards. Les hommes et les femmes, mais les hommes en termes génériques. Voilà. On termine notre entretien. Moi, je suis très convaincue de l'intérêt de la simulation et de l'intelligence artificielle dans la formation des étudiants. Est-ce que ça suffit? Est-ce qu'il ne faudra pas d'accompagnement? Je ne crois pas que ce soit exclusif, mais je crois qu'on doit diffuser beaucoup plus que ce qu'on fait actuellement les plateformes de simulation qui permettent de faire les premiers gestes qui ne soient pas la première fois sur un patient. C'est vraiment très très important, et même dans les apprentissages tels que l'empathie, tels que la communication avec les patients, c'est des mesures qui ont montré leur preuve. Madame la députée, il y a de quoi être optimiste et positif pour l'avenir, pour les jeunes qui veulent devenir médecins ou professionnels médicaux?
Moi, je suis très très optimiste de par la rencontre avec les jeunes quand on a construit la loi, parce qu'ils ont une motivation qui était la même qu'avant de soigner les malades au mieux, de travailler en collaboratif avec une culture complètement différente. Donc, je suis très très optimiste pour la suite. Bon, Antoine, vous pourriez quand même aller, même si vous voulez être médecin du travail, aller en médecine libérale, ça ne vous ferait pas peur. Vous êtes un homme d'entreprise. Il y a des médecins du travail qui sont libérales, hein, mais moi personnellement, enfin, on ne demande que ça, on demande à ce que nos internes puissent aller découvrir le libéral parce que c'est quelque chose qui est important. Et encore une fois, il faut qu'ils aient accès à tous les exercices pour pouvoir faire leur choix entre ces exercices. Alors Antoine le sait parce qu'il sera demain notre invité pour une grande réunion à Sciences Po sur l'Europe. L'Europe et notamment d'ailleurs l'Europe de la formation, il interviendra. Et notamment, c'est vraiment un acte de militance pour développer Erasmus. C'est des choses qui... est-ce que c'est une idée qui pourrait avoir agréé le parlementaire, la parlementaire que vous êtes, faire en sorte que les jeunes étudiants aient plus d'échanges avec d'autres universités, des universités européennes, mais aller en Afrique. Je sais que Antoine a une expérience également à l'étranger. Enfin, est-ce que ça, vous allez porter un vrai projet là? Complètement. Alors vous le savez par ailleurs que dans le cadre du projet européen que nous portons, nous développons complètement les Erasmus et dans l'enseignement supérieur, mais aussi dans l'apprentissage, parce que c'est très important. Et nous devons exporter notre qualité aussi de médecine. On a beaucoup aussi à apprendre aux autres. On a une très bonne formation en santé, donc on doit aussi pouvoir exporter et bien sûr apprendre des échanges. Voilà. Ça me paraît magnifique. Alors, on va terminer. Je vous invite à venir écouter Antoine, notamment demain. Venez à Sciences Po à 18h30 avec une grande réunion pour l'Europe, l'Europe de la médecine, l'Europe de la santé que nous voulons. Suivez-nous. Merci. Merci.